Dieu est mort pour certains, pour d'autres il est bien là. Parfois il s'est transformé en billets de banque qui permettent de brûler notre âme et notre nature. Mais pour de nombreux intellectuels et politiques, ça s'appelle technoscience et innovation technologique. Cette foi dans l'innovation qui va nous sauver, nous pauvres pêcheurs, grands pollueurs qui errons sur cette terre qui tourne, s'échauffant au point que l'on risque de tous cramer. N'ayez pas peur, des gourous sont là pour nous donner l'espoir. Les Laurent Alexandre, Peter Thiel, Elon Musk, Luc Ferry, Ferghana Diary. Non, cette vision n'est pas réservée qu'aux gens de droite. On a aussi les écomodernistes, qui affirment que les humains peuvent préserver la nature en utilisant des techniques de pointe afin de découpler, tel Moïse, la croissance économique et les impacts sur la nature des activités humaines. Alors ont-ils raison dans leur béatitude face au pouvoir de la technologie? Écoutons la journaliste Emmanuelle Ducrot. L'humanité ne s'en tirera que parce que les entreprises, des grandes entreprises notamment, vont mobiliser leur force de frappe économique dans le financement de technologies de rupture dont nous n'avons même pas idée aujourd'hui. On ne va pas bricoler une transition écologique avec 3 vélos, des palettes recyclées. On va la réussir avec de l'investissement et avec du génie et de l'humanisme, probablement les seules ressources infinies dans notre monde fini. C'est tellement beau que j'aurais presque envie de me convertir, pas vous? Résister ou se faire embarquer? Une seule solution. Sortons de nos armes intellectuelles, des faits, des études, des sources. Est-ce que les innovations technologiques ont permis de calmer notre frénésie de consommation aux fossiles? Voyez, pour l'instant, c'est un échec cuisant. Toutes les nouvelles technologies de production d'énergie, bien qu'elles soient compétitives et bas carbone, ne font que s'accumuler aux énergies fossiles au niveau mondial. Conséquence, la concentration du CO2 dans l'atmosphère ne fait qu'augmenter. Alors pourquoi on y arriverait aujourd'hui? L'IEA, l'Agence internationale de l'énergie, dit que si l'on veut viser la neutralité carbone en 2050, il va falloir faire appel massivement à de nouvelles technologies. En violet, la part du changement comportemental, c'est-à-dire la sobriété. Ce n'est que 4%, le reste serait grâce à la techno. En bleu clair, des technos qui sont sur le marché, et en orange, des technos qui n'existent pas encore. 46% des technos qui n'existent pas, il ne faudra pas chômer. Et pourtant, faire adopter massivement une innovation technologique est un processus long et lent. Olivier Ezrati définit 6 sortes d'incertitudes. Tout d'abord, des incertitudes scientifiques. Prenons le stockage, que tout le monde appelle de ses voeux. Si on regarde les batteries, la marge de progression sur les capacités des batteries aujourd'hui sont faibles. Ici, la progression sur les batteries ces dernières années. L'étoile rouge montre la capacité en 2021. Oui, on commence à sérieusement stagner. Pour les réacteurs nucléaires au sel fondu au chlorure, aujourd'hui les experts que j'ai interviewés doivent encore lever des doutes scientifiques. Une fois la science au point, on passe alors à la mise en œuvre technologique. Et c'est là que l'on peut généralement commencer à parler d'innovation. Car savoir le faire dans un labo, c'est une chose, mais le faire à grande échelle, c'est pas le même délire. Tesla a un carnet de commandes plein, mais a eu du mal à monter en puissance. Une batterie qui roule, ils savent faire. Le faire en masse, c'est différent. Les incertitudes technologiques sont souvent couplées avec des incertitudes économiques. Construire des bâtiments très bien isolés, on sait faire. Le faire à un prix compétitif est bien plus complexe. Pour faire adopter une nouvelle technologie et la déployer massivement, il faut des infrastructures. On aura beau savoir faire de l'hydrogène bas carbone, si on n'a pas des solutions économiques pour amener ce gaz au plus proche des industriels, ça ne fonctionnera pas. Et tout ça, ça prend du temps et des capitaux qu'il faut pouvoir dépenser avant d'avoir pu prouver la rentabilité économique de ces infrastructures. La 5e incertitude, c'est l'acceptation sociale. Cela peut être une résistance au changement. Je ne veux pas de voiture électrique avec une petite batterie, car j'ai besoin d'une fois par an d'une autonomie supérieure à 300 km. Cela peut être une peur. Est-on prêt à avoir de tout petits réacteurs nucléaires juste à côté des villes? Et la dernière incertitude est politique. Le politique, par ses choix ou ses non-choix, peut freiner ou accélérer l'émergence et le déploiement d'une innovation. Les réglementations peuvent ainsi freiner ou pousser une technologie. Le combat actuel au niveau européen pour la taxonomie verte en est une illustration. La taxe carbone ou le financement du gaz de schiste aussi. En synthèse, ces incertitudes amènent à un taux d'échec élevé dans l'adoption de nouvelles technologies par le marché. Véronique Hillen parle de 85% d'échecs. Même si ce chiffre est par nature contestable, il marque l'ampleur de la difficulté. Et une chose importante, les incertitudes listées ne vont pas toutes disparaître, même si on met massivement de l'argent. Les gourous technophiles oublient légèrement une donnée, le temps.
Regardons les SMR. Le département de l'énergie états-unien a lancé un programme avec comme objectif de voir un SMR fonctionnel dans les 7 ans. Mais après, il faut passer la réglementation et produire en série. Ce qui nous amène rapidement vers 2030-2035. Pour l'hydrogène dont on attend des merveilles, regardez le programme états-unien. Sur une base normale, l'hydrogène représenterait en 2030 0,1% de la demande énergétique finale. Si on est super ambitieux, 1%. 1%, les producteurs de gaz de schiste doivent trembler. Ce merveilleux graphique devrait achever vos doutes. Il représente le temps de développement nécessaire pour qu'une source d'énergie bas carbone se développe et atteigne la zone grise, c'est-à-dire les 1% de production énergétique installée. Le nucléaire en vert a mis plus de 20 ans pour atteindre 1%. L'éolien en bleu a mis 34 ans. Pour la fusion nucléaire, le projet ITER en France vise un démonstrateur en 2060 et le 1% en 2090 environ. Le pire ennemi dans l'innovation pour une transition bas carbone, c'est le paradoxe de Jevons, dit l'effet rebond. J'avais déjà fait une vidéo sur cet effet que je vous invite à regarder pour bien en mesurer toute la puissance. Si je prenais qu'un exemple, le fait de trouver une solution pour consommer beaucoup moins d'énergie pour déplacer une voiture aurait alors deux effets rebonds. Le premier, direct. Ça me coûte moins cher de rouler en voiture, donc je peux rouler plus souvent et plus loin. Donc je consomme au final plus d'énergie que prévu. Le second, indirect. J'économise de l'argent sur le carburant. Du coup, avec ces économies, je peux faire un voyage en avion pour les vacances, donc je consomme plus d'énergie que prévu. Un deuxième exemple d'effet rebond sur lequel j'aimerais transmettre un message. Il y a quelques années, on a demandé aux chercheurs de travailler sur la 5G. Leur mission était de trouver un système pour transmettre plus de données en consommant moins. Quand on regarde l'image suivante, on voit bien qu'ils ont réussi leur mission. La 5G permettra de transmettre beaucoup plus de données pour beaucoup moins d'énergie. Or, dans les faits, on assiste à une hausse de la consommation car on flambe sur nos utilisations des données. Empêcher l'effet rebond, ce n'est pas le rôle du chercheur, mais celui des politiques par la réglementation et la limitation des usages. Imaginez que vous soyez en surpoids et que vous rationalisez une stratégie pour perdre du poids. Vous faites des calculs et vous voyez que la solution est de moins consommer de calories. Sauf que là, on vous dit que dans quelques mois pourrait sortir un médicament qui permettra de brûler vos graisses sans effort. À votre avis, cette variable dans votre modélisation de votre régime va-t-elle prendre une place importante? Eh bien oui, car elle demande moins d'efforts pour maigrir. Ce que j'essaie d'expliquer avec cette métaphore, c'est que c'est exactement ce que font les instances internationales depuis le début. Duncan McLaren et Nils Markusson ont démontré que les solutions apportées pour régler le réchauffement climatique sont beaucoup moins rationnelles qu'on ne l'imagine. De Rio 1992, où l'objectif était une stabilisation des gaz à effet de serre, les approches se sont ensuite concentrées sur les pourcentages de réduction des émissions de CO2. Puis on visait des concentrations de CO2 atmosphériques, puis on s'est mis à parler de bilan carbone, puis on est passé par un pourcentage de réduction des gaz à effet de serre pour glisser à la COP de Paris vers une limitation de l'augmentation des températures. L'analyse des deux chercheurs met en évidence que chaque changement de cadrage des cibles a ouvert la porte à des nouveaux espoirs de solutions technologiques futures. À Rio, on misait beaucoup sur la fertilisation des océans en fer et sur un nucléaire à grande échelle. À Kyoto, les promesses sur l'efficacité énergétique et les changements de carburant ont joué un rôle important dans les trajectoires choisies. Et on a commencé à parler de solutions CCS, capture du carbone et son stockage. En 2009, c'est au tour des BECCS, c'est-à-dire la bioénergie avec captage et stockage du carbone. Sur le papier, c'est génial, vous utilisez la biomasse et vous stockez le CO2 émis. Une super méthode pour retirer le CO2 de l'atmosphère. Or, en 2009, on était au stade de papier sur cette techno, pourtant elle est entrée dans les modèles. À Doha, c'était le tour des technologies d'élimination du carbone, avec comme promesse qu'elle permettrait une élimination future du carbone, ce qui a transformé le dépassement involontaire des États en dépassement planifié. À Paris, les NETS pour Negative Emission Technology, comme le Direct Air Capture, retirer directement le CO2 depuis l'air, sont venus remplacer les promesses des BECCS. Et plus grave, sont venus se substituer à d'autres mesures d'atténuation plutôt que de s'y ajouter. Réalisons que toutes ces promesses technologiques depuis 1992 ne se réalisent pas. Prenons le CCS. Il y a 20 ans, les projections du GIEC promettaient grâce à cette technologie la capture de 4 900 millions de tonnes par an de CO2 en 2020. Aujourd'hui, on est à 10 millions de tonnes.
Tout ça à comparer aux 36 000 millions de tonnes que l'on émet par an. L'IEA parlait en 2009 de 100 grandes unités de CCS en 2020. On en est à 6 aujourd'hui. Et en 2021, ce n'est toujours pas économiquement envisageable comme techno sans aide massive. Je fais mienne la phrase des deux chercheurs. Si ces technologies ont beaucoup promis, elles ont au contraire retardé l'accélération immédiate de l'action pour changer les comportements ou transformer les économies. Vous m'autorisez un peu de philo? Allez, vous êtes sympa. On peut sérieusement se demander si la technologie n'est pas notre nouveau Dieu. C'est la thèse du philosophe Mehdi Belhaj-Qassem qui démontre que Dieu est là dans cette technoscience. On le construit brique par brique. Il devient omnipotent, omniscient grâce au numérique, au big data et à l'intelligence artificielle. En plus, les transhumanistes de la Silicon Valley espèrent créer l'immortalité, l'éternité. N'a-t-on pas là la définition d'un Dieu? Belhaj-Qassem pense même qu'il se pourrait bien que Dieu se confonde dans notre esprit avec la technologie même. S'il dit vrai, c'est logique qu'on attende autant de ce Dieu technologie pour qu'il nous trouve une solution à nos errements et à notre incapacité à régler la question du réchauffement climatique. Ne voyez pas dans ce que j'explique un brûlot contre l'innovation. Au contraire, l'innovation est vitale pour plein de raisons non climatiques. En plus, l'innovation n'est pas que technologique. Il y a de l'innovation à faire dans la réglementation, la taxation, le contrôle des usages, la prise de décision politique. On peut quand même dire que la technoscience peut être très utile pour décarboner. Mais croire qu'à elle seule, elle réalisera des miracles comme l'imagine l'IEA, nos gouvernements, nos gourous et même le GIEC est une erreur fondamentale. Alors que faire? Eh bien exactement ce qu'on a fait pour la Covid. Le gouvernement français n'a pas dit « Bon les gars, là, on va rien changer car dans 2 ans, il y a peut-être un vaccin qui va arriver ». Non, il a agi rapidement et le vaccin, grâce à plein d'innovations scientifiques, technologiques et réglementaires, est arrivé plus tôt que prévu et nous permet maintenant une vie plus sympathique. C'est exactement ça que l'on devrait faire, restreindre notre niveau de vie en commençant par les plus aisés car ce sont eux les plus pollueurs, mais continuer à innover massivement pour diminuer notre empreinte carbone. Et si des choses émergent, eh bien on pourra relâcher la pression en respect avec la nature. Et là, l'innovation redeviendrait ce qu'elle aurait toujours dû être, un progrès. Si je reprends mon analogie avec le régime, les écolos nous disent « faut que tu arrêtes de manger ou que tu manges plus sainement ». Les technophiles, eux, ils disent « mange, t'inquiète, on va trouver des hamburgers sans calories et des pilules pour maigrir ». Le patronat, t'en reprendrais bien un petit peu, non? Souvent, on choisit la malbouffe car c'est facile, ça flatte notre cerveau. Souvent, on mange trop, cet excès de nourriture et cet attrait pour la malbouffe ou la plaquette de chocolat est souvent là pour combler un manque ou un vide. Oh tiens, on ne tiendrait pas quelque chose là? Finalement, ne faudrait-il pas comprendre d'où vient ce manque, ce vide existentiel, plutôt que de vouloir trouver un régime miracle, c'est-à-dire des techno-miracles? Je vous laisse méditer sur ce manque et les solutions non matérielles pour y répondre. Ramen!